Bonjour, ravi de vous retrouver, qu'il est doux de vous retrouver tous les samedis et tous les dimanches sur France 2 et notamment ce matin avec une écrivaine, une romancière, une femme qui nous fait vibrer, qui sait aussi nous raconter des histoires magnifiques. Cette fois, c'est une histoire contemporaine et c'est Tatiana Droné qui est notre invitée ce matin. Bonjour Tatiana. Good morning, Catherine. Ah, good morning, good morning. Eh oui, et inutile de vous dire que c'est l'anglaise qui parle. Du côté de sa maman, elle est anglaise et puis bien sûr, Joël de René, le scientifique que nous connaissons, qui est son papa. Vous avez quand même de la chance, vous êtes né dans une famille semblable. C'est vrai, vous avez raison. J'ai une très très belle famille et j'en suis très fière. Ouais. Vous en étiez toujours consciente ou pas? Est-ce que vous aviez même un complexe de classe? En fait, j'ai eu conscience très tôt d'avoir une famille pas comme les autres. Parce qu'il y avait donc le côté russe, mauricien, français par mon père. Rien que ça. Et bien sûr, les Anglais par ma mère. Donc j'ai eu très tôt conscience d'être un melting pot. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'essentiel, Tatiana, sur vous pour mieux vous connaître, pour savoir qui vous êtes? Quelque chose d'essentiel. Que j'ai beaucoup d'humour, en fait, que j'écris des livres tristes, mais que je suis assez joyeuse dans la vie. Mais quand est-ce que vous allez vous lâcher, alors, dans vos écrits? Ceci dit, il y a souvent des pointes d'humour dans mes livres, mais je préfère être grave dans mes livres et joyeuse dans la vie que le contraire. Alors, vous avez fait une surprise. Bon, maintenant, vous la connaissez, mais les téléspectateurs, pas encore. Oui. Voilà, ça s'est passé sur une 2 roues, enfin 3 roues en définitive oui. Pour vous. Mais c'était un sorte de fantasme de la part de Tatiana. C'était incroyable. Incroyable. Allez, on n'en dit pas plus. C'est dans quelques minutes. Alors, vous avez le goût du secret. D'ailleurs, il y a une clé. Est-ce que la clé, c'est pour ouvrir le coffre? Voilà, et c'est la clé que je ne quitte jamais. C'est un cadeau de mon éditrice américaine. Elle me l'a offerte à l'occasion de la sortie d'Elle s'appelait Sarah, puisque ce titre en anglais s'appelle Sarah's Key, la clé de Sarah. Donc je la porte toujours. Alors quand même 11 millions d'exemplaires vendus. Oui. Mais c'est énorme. Mais j'y pense pas trop. Mais vous êtes richissime. Non, je vous explique pourquoi. Parce que d'abord c'était graduellement, ça s'est passé petit à petit. Puis aussi on paye des impôts. Voilà. Et puis c'était il y a un certain temps maintenant, Elle s'appelait Sarah quand même. C'était il y a 10 ans, Catherine. Voilà. Vrai. Et puis je n'ai pas vendu ces chiffres-là de mes autres livres, qu'on se calme. Hein. Alors il y a celui-là dont on va parler, Sentinelle de la pluie, on va l'évoquer, c'est votre actualité. Vous êtes né donc à Neuilly-sur-Seine, vous grandissez dans un milieu, comme on dit, assez aisé, bourgeois, intellectuel. Et vous êtes une petite fille très timide, assez rêveuse en fait. Pourquoi vous aviez... Ce besoin en fait, d'être un peu même introvertie, je dirais presque. J'étais timide, je ne le suis plus d'ailleurs heureusement, mais j'étais assez timide et j'avais peur de me dévoiler. Et en fait, j'aimais bien raconter des histoires et je pense que c'est pour ça aussi que je suis devenue écrivain. Parce que j'avais des histoires à dire et à raconter, très très jeune, puisque ça a commencé à l'âge de 10 ans. Avec un complexe tout de même, un complexe physique, vous avez été anorexique, vous avez vraiment vécu cette maladie. Adolescente, j'étais plutôt boulotte, on va dire. Et très complexée parce que j'avais une sœur et une mère qui étaient ravissantes et filiformes. Et moi, j'étais un peu le vilain petit canard de la famille. Donc, j'étais très, très, très complexée par rapport à ma mère et à ma sœur. Mais à partir de quand vous avez eu confiance en vous? Quand j'ai rencontré l'homme de ma vie. Donc, à quel âge? 25. Ah oui, c'est... Il faut attendre 25 ans. Ben oui, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Vous étiez une jeune fille, on le dit, mal dans votre peau. Il y a pas mal d'écrivaines, en fait, qui ont vécu cette maladie. Oui, je pense à Amélie Nothomb, notamment. Delphine aussi, Bigon, qui était à votre place il y a quelques mois. Est-ce que, justement, d'écrire, c'est un exutoire, ça fait du bien, c'est une thérapie? Moi, j'avais commencé à écrire bien avant d'avoir tous ces problèmes-là, puisque j'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans. Et cette période d'anorexie, heureusement, n'a pas duré trop longtemps. Je dirais que l'écriture, pour moi, c'est pas vraiment une thérapie. Ça fait tellement partie de ma vie que je ne peux pas m'imaginer ne pas écrire. En fait, j'écris pour vivre, en fait. C'est un souffle pour moi. C'est une raison de vivre. C'est une raison d'être. Quel est votre premier acte, pas révolutionnaire, mais d'émancipation, de rébellion, éventuellement contre la famille, contre les codes? J'étais punk. Quand j'étais à l'université en Angleterre, oui, je sais que vous avez du mal à le croire en me regardant. Comment? Eh ben, j'avais les cheveux un peu sur la tête comme ça, et teints en noir. Et j'avais plein de boucles d'oreilles. Et puis je m'habillais un peu en punk. C'était no future, des choses comme ça. Voilà. Alors c'était très à la mode en Angleterre d'être punk, un peu moins en France. Et d'ailleurs, quand je suis revenue avec mon attirail punk à Paris, on m'a vraiment regardé, on m'a dit « Tatiana, vraiment, tu fais tellement anglaise, arrête !»
La suite, votre parcours, elle nous a raconté ce matin par Magali Defer. J'adore raconter des histoires. Eh bien, ce matin, c'est nous qui allons raconter votre histoire façon conte de fées. Il était une fois une petite fille de bonne famille entourée de parents aimants et surprenants. Mon pédigré n'est pas très classique, ça c'est sûr. Un père surfeur aux airs de savant fou Je suis plutôt un éclaireur, peut-être un futurologue. et une mère anglaise aux petits soins. Pour déjeuner, nous avons une salade composée de soja. Tel est l'univers des Ronais. Tatiana, elle, se rêve en disco queen. Ou pourquoi pas en présentatrice du 20h. Bonsoir à tous. Finalement, sa passion pour les mots l'emporte. Très tôt, elle les apprivoise en anglais. En français, écrit son premier roman à 11 ans. En 92, alors journaliste pour la presse écrite, elle s'aventure dans les méandres de l'édition C'est Tatiana. avec cette première publication. Mais la jeune écrivaine a beau semer quelques ouvrages sur son passage, elle peine à trouver le chemin du succès. Oh là 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 là. Ce n'est que 15 ans et quelques cheveux blancs plus tard que la bonne fée Héloïse se penche enfin sur son destin. Je l'ai regardée très étonnée. D'un coup de baguette, elle transforme Tatiana en véritable reine des ventes. Ça a été un moment complètement magique. 11 millions d'exemplaires vendus pour Elle s'appelait Sarah, traduit dans une quarantaine de pays. Souvent, je me dis, je vais me réveiller, je vais me pincer, et tout ça n'est pas vrai, mais heureusement, c'est vrai. Et le rêve se poursuit avec l'adaptation de ses romans sur grand écran. À chaque fois des histoires où les familles ont des secrets, les murs une mémoire. La magie opère aussi lorsqu'elle écrit une biographie, celle de Daphné du Maurier, son auteur préféré. Je l'ai lu pour la première fois, je devais avoir 10 ans. Et j'ai eu un coup de foudre. Elle m'a donné envie d'écrire. Devenue l'une des auteurs les plus lues de France, aujourd'hui Tatiana vit heureuse et mène une carrière remplie de best-sellers. Et en effet, Magali dit un succès qui est arrivé sur le tard. Vous aviez, je crois, 47 ans. 45. Ah oui, 45. À qui vous devez ce succès? À vous? Je pense que c'est ce qu'on appelle un travail d'équipe, en fait. Donc un concours de circonstances? Peut-être le fait que ce livre s'est retrouvé à ce moment-là entre les mains d'Héloïse d'Ormesson, qui a su, alors que le livre avait été, Elle s'appelait Sarah, avait été refusé par je ne sais pas combien d'éditeurs. On appelle ça perfect timing en anglais, et je crois peut-être que c'était là, maintenant, cette année-là, peut-être que... Ça donne le vertige d'ailleurs, Tatiana. Parce qu'on se dit que vous auriez pu passer à côté et que plein de personnes là, qui nous regardent ont peut-être envoyé des manuscrits aux éditeurs et ils ne seront jamais publiés. Ça donne le vertige dans le sens où ça tient à quoi? Ouais. Ça tient à une rencontre avec une personne qui vous dit « Moi, je crois en ce livre ». Alors que personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Il y a eu 40 refus pour Elle s'appelait Sarah. Donc c'est vrai que c'est fou. On parle d'Héloïse d'Ormesson, c'est la fille de Jean d'Ormesson. Quel souvenir vous gardez, vous, de Jean d'Ormesson? Extraordinaire, j'imagine, comme vous. Comme nous tous, ouais, c'est Oui, sûr. j'ai un souvenir d'être dans un avion privé avec lui. Et tout le monde dormait. Et il me regardait au-dessus du Figaro qu'il lisait comme ça, avec ses yeux bleus. Et il m'a chuchoté, il m'a dit « Tatiana, vous vous rendez compte, je m'en vais en l'air avec vous. » Ah oui, humour et grand séducteur, c'est sûr. Oui. Vous êtes une vraie geek. Hein. Alors ça, quand on parle de Tatiana, on dit alors, vraiment, elle a cet esprit-là. Quoi. Réseaux sociaux, vous êtes souvent sur Twitter, moi je vous suis d'ailleurs. Vous croyez, vous, à l'influence des réseaux sociaux, notamment à des booktubeurs, vous voyez, des gens Alors mon père, qui était un grand futurologue, comme vous le savez, il m'a parlé très tôt du fait que voilà, il allait y avoir un réseau social, plusieurs réseaux sociaux sur lesquels les gens peuvent s'exprimer. Il était pionnier, lui. Hein. Bien sûr. À une époque, rappelez-vous, il y avait les blogs. Déjà, j'avais un blog où je racontais un peu mes conseils de lecture, ce que j'avais aimé, moins aimé, etc. Donc oui, bien sûr, on écoute maintenant. Alors, Catherine, vous savez bien, vous êtes sur Twitter aussi. Parfois, on voit des choses assez terribles sur Twitter. Parfois, on peut dire quelque chose, ça dérape immédiatement, ça devient, ça s'emballe, c'est une espèce de spirale infernale. En même temps, regardez, c'est quand même le moyen maintenant, tellement d'hommes politiques, de femmes politiques s'expriment par Twitter, les écrivains s'expriment par Twitter. C'est devenu, je comprends aussi ceux qui ne veulent pas. Amélie Nothomb, par exemple, Delphine de Vigan, pour les citer, elles ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux, elles répondent par écrit. Et je respecte ça complètement. Mais moi, j'aime bien ce contact-là avec mes lecteurs, qui parfois est très surprenant. Mais vous êtes prudente, hein? Je suis prudente, bien sûr, mais ceci dit, il m'arrive de prendre position sur Twitter. Hein. J'ai déjà essuyé des commentaires de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec des commentaires que je peux faire sur des situations sur quoi politiques. notamment, vous vous en souvenez? Des situations politiques, par exemple les élections.
les dernières élections. Et puis, c'est vrai aussi que j'avais pris beaucoup position pour le mariage pour tous. En 2013, à une époque un peu difficile, souvenez-vous. Et là, j'ai essuyé toutes sortes d'insultes épouvantables. Voilà. Je suis tombée, alors, sur les réseaux sociaux, justement, sur un tweet de votre père. Ah oui, parce Joël que de René. c'est moi qui suis son professeur de tweet. Bon, c'est un bon élève. Et alors, ça m'a fait rire parce que, alors, il dit, il vous dit, nous sommes dans les meilleures ventes. Vous Oui. voyez, lisez. Ça Voilà, fait drôle d'être merci. tous les deux ensemble dans le palmarès des meilleures ventes. Et moi, j'avais mis Bravo Dad. Et je mets toujours cette espèce de petite figure qui fait une danse comme John Travolta. Parce que ça me fait penser à mon père, parce qu'il est toujours dans l'action. Pour les excellents scores de vente de la Symphonie du Vivant. Parce que oui, moi, je défends... En fait, je vais aussi beaucoup sur les réseaux sociaux pour parler des livres des autres. J'aime pas tellement les auteurs qui viennent toujours parler de leur bouquin. Je trouve ça un peu lassant. Donc moi, je vais faire la promo de mon père. Et lui fait la mienne. Vous assumez vos cheveux blancs depuis de très nombreuses années. Je pense que vous aviez une des premières, d'ailleurs. à Pionnière. assumer. Pionnière aussi. Mais alors, aujourd'hui, il y a une mode, il y a cette Eh oui. tendance. Ça relève de quoi, ça Comment vous expliquez ce phénomène? Alors, mon amie Sophie Fontanelle, pour ne pas la nommer, elle a écrit un joli livre, une apparition, sur son parcours à elle, comment elle a décidé d'arrêter de se teindre les cheveux. Moi, j'avais commencé un peu avant, on va dire. En fait, c'est plutôt positif, je trouve. Il y a eu une telle pression pour se teindre à une certaine époque. Maintenant, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il ou elle veut. S'il y a des femmes qui se teignent les cheveux, tant mieux. Moi, je sais que voilà, je suis comme ça, j'ai pas envie de l'éteindre. On a trouvé d'ailleurs une photo de vous, où vous étiez plutôt Poivre et sel. châtain, non? Châtain. Ah oui, Voilà. ben ça, j'avais 18 ans. J'avais déjà des petits cheveux blancs là, mais ça se voit pas sur la photo. Et j'étais très joufflue, comme vous pouvez voir. Et puis à côté, ensuite, poivre et sel. il y a eu cet intermédiaire. Ouais. Au début, c'était pas facile. Plein de gens me disaient, mais tu devrais te teindre les cheveux, c'est pas joli. Et puis l'homme de ma vie, toujours lui, me disait, mais non, c'est très joli. Et il appelle ça d'ailleurs poivre et sexe. Bon, et donc c'est grâce à lui aussi. Je pense que quand on a le regard de l'homme qui vous aime, peut-être que s'il m'avait dit, Tatiana, il faut absolument que tu teignes les cheveux, je sais pas ce que j'aurais fait. Est-ce que lui, il les a blancs? Ah oui, ça y est, il me rattrape là, ça y est.